il est midi, bonjour à vous, bienvenue dans le 12-13 en région Centre Val-de-Loire. Voici nos titres. C'est de nouveau l'inquiétude à l'hôpital du Blanc dans l'Indre, le maintien de certains de ses services dont la maternité ne semble plus tout à fait acquis. Le maire du Blanc, Alain Pasquier, est monté au créneau pour dénoncer les incertitudes quant à l'avenir de l'hôpital. Les châteaux de la Loire, destination numéro 1 pour les touristes, mais aujourd'hui beaucoup de sites cherchent à développer une offre de restauration de qualité. Une entreprise de Blois leur propose donc de créer leur propre restaurant haut de gamme. Et puis ce lundi marque le début des cérémonies en l'honneur de l'Orléanais Jean Zay qui entrera au Panthéon le 27 mai. Ce midi, nous vous proposons un portrait du grand homme, ministre de l'Éducation, qui s'éleva contre la montée du fascisme avant d'être assassiné en juin 1944. Les craintes ressurgissent donc à l'hôpital du Blanc dans l'Indre. L'accord trouvé en 2012 pour le maintien de certains de ses services dont la maternité ne semble plus tout à fait acquis. Le maire du Blanc, Alain Pasquier, est même monté au créneau pour dénoncer les incertitudes quant à l'avenir de l'hôpital. On retrouve en direct du Berry Gérald Tessier. Bonjour Gérald. Les personnels peuvent en tout cas compter sur le soutien du maire du Blanc. Et oui, Rebecca, vous vous en souvenez peut-être, le maire du Blanc, il était déjà en pointe. C'était en 2011 quand la chirurgie et la maternité, vous en avez parlé, menaçaient de fermer. Eh bien aujourd'hui, il vient purement et simplement de démissionner du conseil de surveillance du centre hospitalier. Alors, c'est une décision symbolique pour marquer une inquiétude face, dit-il, au non-respect des accords de 2012. Alors que prévoyaient ces accords, justement, des accords qui étaient retranscrits dans un projet médical de territoire pour la période 2013-2018. Eh bien, ils prévoyaient déjà une forte restructuration du centre hospitalier avec une réduction des coûts, une réduction des personnels. Tout cela a été fait avec des comptes qui sont désormais à l'équilibre et en échange, eh bien, il y avait le maintien de services et des coopérations renforcées avec les hôpitaux du secteur et notamment le CHU de Poitiers, le CHU qui menace justement aujourd'hui de lâcher le Blanc selon les propres termes du maire. Alors, pas pour l'instant de blocage, de grosses manifs de prévues, mais des demandes de rendez-vous un peu partout à l'ARS et également au ministère pour éviter justement que cette épidémie ne se transforme en grave maladie. Rebecca, à suivre. Merci Gérald, à suivre en effet, on suivra le dossier. Dans l'actualité également, la polémique autour des carrelages de l'entreprise Châteauroux Ceramics, placée en liquidation judiciaire. La société a récemment vendu ses stocks aux enchères, mais elle se retrouve aujourd'hui avec près de 500 000 mètres carrés de carrelage invendus. En cause, un litige entre salariés et direction. Explication Catherine Lacroix, Jean-Philippe Pezzini. Animation inhabituelle depuis sa fermeture dans les locaux de l'entreprise Ceramics. Au centre de l'intérêt des visiteurs, les stocks de carrelage. On a fait un état des stocks dans le cadre de la préparation de la vente aux enchères. Il y a eu 2 revendications. Suite à ces revendications, le tribunal de commerce a demandé un inventaire contradictoire. Donc aujourd'hui, on est sur site avec toutes les parties en présence et on contrôle les stocks pour savoir éventuellement les stocks qui pourraient faire l'objet de cette revendication. La vente aux enchères organisée avait rapporté 483 000 €, mais les énormes stocks de carrelage de près de 500 000 mètres carrés n'ont pu être vendus, car Cerabati et Ceramics, en revendiquant la propriété, ont bloqué le processus. Pour les salariés, c'est l'État qui devrait intervenir dans ce dossier. Maintenant, tout ce qui va être vendu comme carrelage et tout ça, je pense que c'est l'État qui devrait se mettre partie prenante pour récupérer ça, puisqu'il a déjà laissé beaucoup d'argent à ces gens-là. Une fois cet inventaire contradictoire établi, c'est au tribunal que reviendra la tâche de trancher. Une fois de plus, l'ex-dirigeant de l'entreprise n'était pas présent au rendez-vous. En ce mois de mai, et avec les week-ends de pont, vous avez été nombreux à visiter les monuments de notre région, notamment le domaine de Chaumont-sur-Loire, son château, ses expositions d'art contemporain, mais surtout ses jardins. Et c'est en ce moment le Festival international des jardins. Il marque un début de saison qui commence plutôt bien. Reportage de Sarah Nabli et d'Yves Leblois. Comme un jardin secret, caché derrière ses fenêtres. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est qu'une illusion. Pour vous, c'est quoi? C'est des cadrages, c'est des tableaux. Oui, des tableaux. Alors, c'est des miroirs inclinés. En fait, il y en a qui sont bizarres. Grâce à un jeu de miroirs, le jardin se dévoile. Et c'est là toute la magie de ce festival international. Très insolite, je disais justement ce côté très broussailleux, on arrive, on se demande ce que c'est. C'est un peu anarchique, c'est à pleine période d'un jardin. Et puis ce côté bien ordonné qui est derrière, avec ce contraste, je trouvais ça très sympa. On vient du Midi, on est à côté de Marseille, on est dans le 13. Et en fait, on avait décidé de faire les châteaux de la Loire à vélo.
Donc on a fait 2 jours à vélo et puis le 3e on a craqué. On est venu à pied en voiture. Voilà, la fatigue est là. Voilà, une très jolie région. 25 jardins extraordinaires issus du concours international lancé chaque année ici. Des créations du monde entier. Entre patrimoine, art contemporain et nature, le domaine de Chaumont-sur-Loire attire de plus en plus de visiteurs. 415 000 personnes sont venues l'année dernière et avec ces week-ends de pont, c'est un très bon début de saison. Ça dépend énormément de la météo, puisqu'il y a la décision de venir visiter un domaine où beaucoup d'œuvres sont à l'extérieur et très liées à la météo. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, surtout quand il y a beaucoup de ponts et bien placés comme cette année, à peu près 20% de visiteurs en plus. 10 000 personnes ont flâné ce week-end à travers les effluves et les allées du domaine de Chaumont-sur-Loire. Les châteaux de la Loire restent donc la destination numéro 1 pour les touristes, surtout pour les étrangers. Mais pour la plupart des sites se pose une question récurrente, celle d'une offre de restauration de qualité. Près de certains châteaux, il y a peu, voire pas du tout de structure hôtelière. Pour pallier cette carence, une entreprise de Blois propose de créer et de gérer un restaurant. Exemple au château de Valençay dans l'Indre, Jean-Pierre Aubry, Mérac Movsission. Cela fait 22 ans que ce chef cuisinier élabore une cuisine traditionnelle à la demande pour les particuliers et les entreprises. Son record, 350 cérémonies sur une saison, 24 mariages dans un week-end, 20 000 couverts dans une seule journée. Une entreprise créée il y a 40 ans et qui a changé 3 fois de propriétaire. Et puis, il y a 2 ans, suite à une cascade d'erreurs de gestion, elle a été reprise par 2 professionnels de la restauration qui ont remis l'entreprise à flot avec 20 salariés. Objectif, créer des restaurants haut de gamme dans les châteaux. J'ai vu évoluer en fait l'entreprise Chambord Prestige. Au fur et à mesure des années, en fait, les marchés ont changé, il a fallu s'adapter. Et aujourd'hui, on va aussi sur la restauration à l'intérieur des châteaux, et notamment l'orangerie du château de Valençay qu'on vient de prendre, la concession pendant 4 ans d'ailleurs, dernièrement. Le château de Valençay dans l'Indre, un fleuron de la Renaissance, ancienne propriété du prince de Talleyrand, aujourd'hui géré par le département et la ville de Valençay. Il vient de confier à la société blésoise son restaurant L'Orangerie. Et c'est le chef Mathieu qui élabore les menus adaptés aux spécialités locales. C'est la cuisine traditionnelle, la plupart. Et on en voit pas mal de salades, parce que l'été ça fonctionne bien. Et après on a du saumon. Talleyrand adorait le saumon, donc on l'a mis à la carte. Après, on a du poulet qu'on cuit poché avec des herbes. Depuis son ouverture début mai, le restaurant ne désemplit pas, avec des prix qui restent abordables, entre 15 et 20 € le menu. Le restaurant est ouvert, comme le château, de mars à septembre. C'est une vraie chance de travailler ici à Valençay. Ici, Talleyrand était un grand homme et son cuisinier, Carême, était un très grand cuisinier. Donc pour nous, c'est une chance de travailler ici, sur ses pas. Voilà, c'est un honneur même. L'entreprise blésoise, qui connaît une progression de 40% de son activité en 2015, compte bien exploiter ce nouveau filon avec les châteaux. Et autre initiative en faveur du tourisme, alors que la guinguette de Tours ouvrira ses portes vendredi. La municipalité aimerait inaugurer cet été un lieu de détente au bord de la Loire. L'idée séduit les habitants, mais pour cela, il faut l'autorisation de l'État. On retrouve à Tours Franck Leroy. On va peut-être l'appeler Tours Plage, pourquoi pas, ce sera peut-être pour cet été, mais pour cela il va falloir attendre et patienter avec le feu vert de la préfecture, car vous n'êtes pas sans savoir que la Loire est un espace qui est géré par l'État. Alors nous sommes ici en plein cœur de Tours, au pied de la place Choiseul, juste en face de la guinguette de Tours, qui d'ailleurs ouvrira ses portes vendredi. Alors concrètement, c'est ici que la plage s'ouvrirait. L'idée, c'est d'installer un espace de détente avec notamment des jeux d'eau pour les familles, avec interdiction, bien sûr, interdiction formelle de se baigner dans la Loire. Le fleuve est beaucoup trop dangereux. La décision devrait être connue dans les jours prochains, sinon il va falloir attendre l'année prochaine. Le projet autour de la Loire comporte un autre volet avec peut-être le retour très attendu d'un bateau-restaurant sur la Loire. Vous voyez Rebecca, ce sont des idées, des projets qui fleurent vraiment bon l'été ici en Touraine. Merci Franck. Allez, du sport avec d'abord du handball et la victoire des filles du Fleury-Loiret handball en demi-finale allée du championnat de Ligue féminine. Les Panthères se sont imposées hier soir 29-24 face à Nîmes. C'est une petite revanche puisque Nîmes les avait battues lors de la Coupe de France. Les Panthères prennent donc une belle option pour la finale. Le match retour aura lieu jeudi au Palais des Sports d'Orléans à 20h30.
Les mamans n'ont plus d'excuses. C'est le nom d'un mouvement international pour aider les mamans à rester en forme grâce à des exercices de fitness. Un mouvement en plein essor. Le concept est né aux États-Unis. Il se répand un peu partout. Il séduit même des mamans de Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Alexandra Combe et Mérac Movsissian ont suivi cette séance un peu particulière. Vous allez le voir. Quand les enfants jouent tranquillement à la balançoire. Bon, prête, on recommence? Voilà. Allez, on passe sur les jumping jacks. Pas question pour les mamans de se laisser aller. Abdos, gainage, pompe, elles se retrouvent en plein air pour 1 heure de sport intensif. Et on va taper à gauche et à droite. Jessica Salva, jeune maman, elle aussi a concocté un programme infaillible pour affiner la silhouette. Qu'elle soit mère au foyer ou active, elle se retrouve pour se motiver et dire adieu au bourrelet. Le sport à la maison, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on est tout ensemble et on se motive. Et puis les papas peuvent surveiller tout en faisant sortir leurs enfants, donc chose qui est super. Ça va permettre de serrer les liens entre les personnes. Et les gens viennent plus facilement quand il fait beau que quand il pleut, quoi. Donc là, c'est vraiment génial. L'occasion de prendre un peu de temps pour soi, un moment entre mamans, même si les enfants ne sont jamais bien loin, comme Isaline, 8 ans. C'est important de faire du sport? Bah oui, sinon t'as pas de force. On a tendance à se mettre en dernier dans la liste des priorités. Et là, du coup, ça nous rappelle qu'on est une personne à part entière et qu'il faut prendre soin de soi. Et ça donne l'exemple à nos enfants aussi. Jessica n'est pas professeure de sport mais passionnée par le fitness depuis longtemps. Les cours sont totalement gratuits, il suffit de venir en tenue et pleine de motivation. Il y a beaucoup de mamans qui restent enfermées chez elles et qui du coup n'en parlent pas. Qui gardent ça comme un échec au fond d'elles de ne pas pouvoir se sentir bien dans leur basket. Et au final, il y a vraiment une demande et les gens sont motivés, ils en veulent et c'est bien. Le rendez-vous est fixé 1 fois par semaine, alors pour celles qui sont tentées, vous n'avez plus d'excuses. Il est 12h12, on passe à la partie magazine de ce 12-13. Ce lundi marque le début des cérémonies en l'honneur de Jean Zay, l'Orléanais Jean Zay, qui entrera au Panthéon le 27 mai. Ce midi, nous vous proposons un portrait de ce grand homme, ministre de l'Éducation sous Léon Blum. Il a combattu la montée d'Adolf Hitler et du fascisme avant d'être assassiné en juin 1944. Mélanie Trachler avec Isabelle Racine. Jean Zay, c'est la République, l'école de la République, celle pour laquelle, comme enfin, un président rend hommage à Jean Zay. Le 27 mai prochain, ses cendres seront transférées au Panthéon. Né à Orléans en 1904, élu député à 27 ans, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire à peine 32 ans, l'homme est aujourd'hui connu pour avoir prolongé l'obligation scolaire de 13 à 14 ans. C'est avant tout un homme de terrain qui aime expérimenter. Il ouvre l'école, il dit voilà, il faut aller dehors, il faut aller voir les champs, il faut aller voir les usines, il faut aller voir des musées, etc. Et c'est ce qu'il appelle au départ les loisirs dirigés. Il veut ouvrir aussi, du point de vue culturel, les musées, les théâtres, tous les lieux culturels. Le maître mot finalement, c'est la démocratisation. Démocratisation de l'école, c'est-à-dire que Jules Ferry avait ouvert l'école à tous les enfants. Lui, dans la continuité de cette action, il veut donner à tous les enfants les mêmes chances de réussite. On lui doit d'ailleurs l'ENA, le CNRS, les bibliobus, mais aussi le Palais de la Découverte. Léon Blum vantera son esprit avant-gardiste en matière culturelle. C'est le premier qui aide vraiment les jeunes troupes de théâtre, ce qu'on appelle les jeunes compagnies. Ce n'était pas du tout la pratique gouvernementale jusque-là. C'est lui qui passe systématiquement des commandes aux compositeurs de musique. Ça ne se faisait pas systématiquement jusque-là. C'est lui qui réforme la Comédie Française en ouvrant ce théâtre qui s'endormait un peu à l'avant-garde théâtrale de l'époque. En 1938, la future Mostra de Venise récompense un documentaire à la gloire de l'Allemagne nazie et un autre film dont l'un des producteurs n'est autre que le fils de Mussolini. C'est donc dans une perspective antifasciste que Jean Zay et son équipe imagineront le Festival de Cannes pour s'opposer à celui de Venise, un geste politique et artistique. Et donc, ils vont créer, mais en quelques mois, c'est extraordinaire de voir comment ils mettent sur pied. D'une part, il faut choisir la ville. Alors, il y avait 3 villes candidates, il y avait Biarritz, Vichy, figurez-vous, et Cannes. C'est Cannes qui est choisi, pour les mêmes raisons que maintenant.
Et on construit toute une programmation, on invite les acteurs, les metteurs en scène qui sont déjà là. Le festival doit s'ouvrir le 1er septembre 1939 et il n'aura pas lieu. La guerre éclate alors que tout était prêt. Louis Lumière comme président d'honneur et le magicien d'Oz en film d'ouverture. Diable! Je perds encore un peu de mes entrailles. Ça vous fait souffrir? Oh non, je retire la paille et puis je la remets, ça passe le temps. Mon Dieu, c'est doux la liberté. L'extrême droite de l'époque, qui est quand même très puissante, pas seulement l'Action française, mais aussi Je suis partout, etc., et sans pitié pour lui, qu'il s'agisse de rénover les musées, qu'il s'agisse d'ouvrir les bibliothèques, aux yeux de l'extrême droite, il a tout faux. Et puis, évidemment, c'est quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de résistant avant que le mot n'existât, puisqu'en 1938 et en 1939, il est pour une position de fermeté à l'égard d'Hitler, et en 1940, pour la poursuite du combat outre-mer. Avec Pierre Mendès France et 25 parlementaires, il embarquera vers le Maroc pour continuer la lutte. Emprisonné pour désertion, il sera, comme Dreyfus, condamné à la déportation et à la dégradation militaire. Là, il est terrassé parce qu'il comprend de façon lumineuse que c'est un procès politique qui n'a rien à attendre de cette justice-là. Donc, et d'ailleurs, il écrit dans une lettre, il écrit d'abord « La justice me rendra raison », il barre justice et émet l'histoire. En prison, comme s'il avait le pressentiment qu'il pouvait ne pas survivre à la guerre, il s'évade par l'écriture. C'est par exemple « Souvenirs et solitude ». Un texte quand même extrêmement fort, unique dans son genre, et qui est plein de pages sur la prison, pas simplement sur son action en tant que ministre. C'est de la dimension de Dostoïevski, c'est très émouvant. D'ailleurs, un très beau spectacle de théâtre a été extrait de la partie prison de ses Souvenirs et solitude. Instructions concernant le régime spécial applicable aux déportés simples janzais. Je vous fais la lecture. Le condamné est autorisé à percevoir les quotidiens et les hebdomadaires ainsi que les ouvrages dont la liste aura été approuvée par le ministre. 21 juin 1941. Je puis recevoir maintenant les visites de ma famille. Il y a quelques jours, sans prendre garde à nos deux petites filles qui jouaient à nos côtés, ma femme m'a raconté le pillage de notre appartement de Paris. Des textes qui parlent des conditions de vie des prisonniers et d'autres beaucoup plus intimes. Des tas de documents qu'Hélène et Catherine, ses deux filles, ont amassés, triés et quelquefois hésité à publier. Comme cette dernière lettre, si touchante. Je n'ai jamais été si sûr de mon destin et de ma route. Et j'ai le cœur et la conscience tranquilles. Je n'ai aucune peur. J'attendrai, comme je le dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de vous retrouver tous. Et nous reparlerons bien sûr largement de Janzé ce soir dans le 19-20. Les Orléanais lui rendent hommage à partir de 14h, une cérémonie pour le départ de sa dépouille vers Paris où il sera panthéonisé. L'une de ses filles sera aussi l'invitée du journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de la rédaction nationale. Bon appétit à vous et bonne fin de journée.